Toujours quelque chose que j'ai gardé depuis lors. Il disait Hakim, les promesses les plus importantes sont les promesses qui sont tenues. Les promesses les plus importantes sont celles qui sont tenues. Ici, à COP 27, on avait promis 100 milliards de dollars de plus. Eh bien, c'est une promesse qui n'a cessé d'être répétée, mais de telles promesses ne se sont pas encore traduites en fait. Parfois, je me pose la question, avec tous ces mégawatts de paroles qui sont déversés, eh bien, il n'y a pas vraiment de financement correspondant pour ceux qui pâtissent de cela. Il faudrait que toutes ces paroles se transforment en ressources pour que les pays puissent s'adapter au changement climatique, pour qu'un paysan qui se trouve au nord du Nigeria, au Mali, quelqu'un qui souffre à Madagascar en raison des cyclones, ou au Rwanda, en raison des inondations que subit ce pays. Ces gens-là n'ont pas besoin de paroles, mais ont besoin de financement pour leur permettre de s'adapter au changement climatique. Et la prescription ou la solution au changement climatique est à trois niveaux, le financement et encore plus de financement. C'est tout. C'est tout ce qui importe. Je vous ai déjà donné les chiffres et vous pouvez voir que le déficit est énorme. Nous avons donc besoin de plus de financement pour aider les pays africains à s'adapter au changement climatique, raison pour laquelle la Banque africaine de développement joue son rôle, un rôle de premier plan. Avec le Centre mondial de l'adaptation, nous avons lancé ce qu'on appelle le programme d'accélération à l'adaptation au climat qui devrait mobiliser 25 milliards pour l'adaptation au changement climatique. Et nous ne nous bornons pas à parler, nous sommes concrets parce que la banque aujourd'hui investit 65% de notre financement climatique à l'adaptation. Et nous nous sommes engagés à fournir 40% du montant total de nos financements au financement climatique. Et nous avons même dépassé ce pourcentage. Nous sommes arrivés à 45% de notre financement. Donc non seulement nous honorons notre promesse, mais nous sommes allés au-delà. Et lorsqu'il s'agit d'adaptation climatique, où nous investissons 65% pour l'adaptation, et cela dépasse le pacte mondial qui est d'avoir 50% pour l'adaptation, 50% pour l'atténuation. Et nous sommes l'institution aujourd'hui ayant le niveau le plus élevé à l'adaptation au plan mondial. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un défi auquel l'Afrique est confrontée. C'est la raison de notre présence aujourd'hui. Le secteur public ne suffit pas. Nous avons besoin également du secteur privé. Et les flux du secteur privé sont vraiment ridiculement bas en Afrique à l'heure actuelle. En ce qui concerne le financement du climat par le secteur privé, il faudra une augmentation de 36% chaque année. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous faut mobiliser encore au minimum 213 milliards de dollars de fonds privés chaque année. Raison pour laquelle vous comprenez bien que le déficit est énorme en ce qui concerne le financement par le secteur privé, raison pour laquelle ces assemblées annuelles de la Banque mettent l'accent sur la mobilisation des fonds privés pour le financement du climat. J'ajouterai également que les opportunités de financement du climat et de la croissance verte sont énormes en Afrique. Alors, prenez les exemples suivants. Tout d'abord, la Banque africaine de développement travaille avec des partenaires sur l'initiative des airs à l'électricité de 20 milliards de dollars. Dieu aime l'Afrique,
Dieu aime vraiment l'Afrique parce que l'ensoleillement est permanent. Non, nous avons beaucoup d'eau et également l'énergie géothermique. Nous avons énormément de vent et nous devrions être en tête lorsqu'il s'agit d'énergie verte au plan mondial. Nous devrions être en tête, raison pour laquelle nous pensons que cette initiative désert et l'électricité va apporter des transformations énormes permettant de développer 10 000 mégawatts d'électricité solaire dans le Sahel, les pays avoisinants et pour 250 millions de personnes. Non, il ne s'agit pas de mots creux. Nous avons déjà démarré cela et en l'occurrence au Burkina Faso avec le programme Yellen. Et nous sommes allés au Tchad avec le programme Jamea. Nous sommes au Mali avec le programme Summum. Et nous allons nous rendre au Niger et dans bon nombre d'autres pays. J'ajouterai également la chose suivante, à savoir qu'en dehors de cela, en tant que banque, nous pensons que nous devons mobiliser le financement privé pour l'infrastructure verte, mais également de qualité. Mais cette infrastructure doit être verte et de qualité. Raison pour laquelle nous avons lancé ce qu'on appelle l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGAIE. Ça donne l'impression d'être un nom de voiture, mais c'est AGAI, l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est important lorsque l'on parle d'hydrogène verte, d'énergie renouvelable, de la nécessité d'économiser le système de transport avec les voitures électriques? Il faut que l'on ait des projets bancables pour le secteur privé. Et donc, dans le cadre de cette alliance, il faut d'abord mobiliser 500 millions de dollars pour la préparation, l'élaboration de projets pour l'infrastructure verte sur le continent africain. Deuxièmement, la mobilisation de 10 milliards de dollars venant du secteur privé pour investir dans l'infrastructure verte en Afrique. D'autres mesures sont prises pour ce qui est du financement du climat dans le secteur privé. Ici en Égypte, nous avons aidé les autorités à lancer une obligation Panda de 500 millions de dollars. C'est la toute première mission Panda par l'Égypte et une première également en Afrique et ayant pour objectif une infrastructure résiliente, qu'il s'agit d'eau, d'énergie, de voies ferrées, etc. en Égypte pour réduire les émissions. Et en tant que Banque africaine de développement, nous sommes très fiers d'avoir fourni 354 milliards de dollars sous forme de garantie partielle pour pouvoir aider les autorités à lancer cette émission. L'accès au marché, c'est important. Le temps que vous prenez et les modalités d'émission de vos obligations, tout c'est très important. La tarification, c'est important lorsque vous avez une institution ayant une cote de crédit de 3A comme la BAD qui appuie l'Égypte. Eh bien, cela permet à ce pays de faire cette émission au Panda, des obligations Panda. Et alors, je prendrai également le cas du Kenya avec lequel nous travaillons encore, à savoir qu'il y a eu une émission obligataire verte de 4,3 milliards de shillings pour le financement de l'atténuation et l'adaptation climatique. Et la bonne chose, c'est que cette émission verte par le Kenya a été souscrite en excédent, ce qui indique que les investisseurs ont confiance dans la stratégie du Kenya pour ce qui est de la croissance verte. Il y a également le cas du Botswana. Comme vous le savez, il y a beaucoup de réserves d'animaux sauvages et on veut
donc mobiliser les ressources pour renforcer la résilience de l'économie de ce pays, y compris une centrale solaire de 100 mégawatts qui sera bonne pour l'économie et créera énormément d'emplois. Prenons le cas du Gabon. Je ne sais pas si quelqu'un est là du Gabon. Il y a également la RDC, la République centrafricaine et également la République du Congo. Alors toute cette zone, le bassin du Congo, comme on l'appelle, est le poumon vert le plus important en matière de séquestration du carbone. Mais il y a un problème. Eh bien, c'est là, mais il n'y a pas de fonds qui arrivent. Nous travaillons avec eux, par conséquent, pour voir dans quelle mesure ils pourront valoriser davantage leur capital naturel, c'est-à-dire les forêts qui permettent la séquestration du carbone, et utiliser cela pour changer l'évaluation de leur économie. En effet, si vous séquestrez le carbone et que cela bénéficie au monde entier, pourquoi est-ce que le monde ne vous paye pas? Et si vous évaluez ce carbone, si vous l'utilisez pour réévaluer votre économie en termes de PIB sur la base du carbone que vous séquestrez, cela veut dire que votre PIB va être plus élevé que si cela n'était pas pris en compte. Donc si l'on parle du ratio dette-PIB, en fait nous parlons tous de ce ratio, n'est-ce pas? Cela veut dire que ce ratio dette-PIB, lorsque le PIB est ajusté grâce aux externalités positives par la séquestration du carbone, alors le ratio dette-PIB sera inférieur au taux d'aujourd'hui, donc ce qui leur permettra d'emprunter davantage. Qu'est-ce que j'essaie de dire par tout cela? Je suis sûr que vous avez entendu répéter à l'envi que nous devons mobiliser des milliers de milliards de dollars, mais cela ne sera pas possible si vous ne changez pas la façon de mesurer la richesse. Il faut mesurer la richesse différemment, pas seulement en termes monétaires, mais également au niveau du capital naturel. Comment est-ce que vous gérez ce capital naturel? C'est ce qui va déterminer votre richesse. Et je vais revenir là-dessus peut-être pendant les questions. Peut-être qu'il y a certains pays qui sont extrêmement riches et ne le seraient pas si on devait tenir compte de l'évaluation du PIB par rapport à la contribution négative que ces pays font. Il existe nombre d'autres projets sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Je vais peut-être les évoquer pendant la session questions et réponses. Je voudrais tout simplement dire que tout au cours de ces réunions, vous aurez des événements du savoir. Nous allons lancer les perspectives économiques africaines. Il y a également un événement sur le développement durable, comment on le finance. On va beaucoup parler des fonds que nous mobilisons, les fonds pour les fonds privés pour le financement du climat. Et je viens de vous dire comment nous essayons de mieux évaluer les économies africaines. On ne va pas se borner à évaluer le PIB. Qui mange le PIB? Personne ne le mange. Si vous mesurez mon PIB sans voir que la contribution que j'apporte en ce qui concerne la séquestration du carbone dans le monde, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Et là, donc vous allez entendre, on va vous parler de ce qui marche, ce qui ne marche pas. On va vous parler des défis, des opportunités qui existent. Vous allez entendre ce que les gouvernements, le secteur privé font et ce que nous faisons en tant que banque multilatérale d'investissement, ce que nous devrions faire davantage. Alors je voudrais m'arrêter ici en disant ceci. L'Afrique se trouve dans une situation catastrophique en matière de changement climatique, donc il est extrêmement urgent de s'attaquer à ce problème ici et maintenant. J'estime, quant à moi, que l'Afrique est en train d'étouffer et
étouffée terriblement en raison de tous ces défis. Il faudrait qu'elle ait l'occasion, l'espace pour respirer. Vous avez eu le Covid, la dette, le changement climatique. Nous n'oublions pas les conflits. Et chaque fois qu'il pleut, on est affecté. Nous avons besoin d'une marge pour pouvoir gérer tout cela. Merci d'être avec nous. Je reste avec vous et n'oubliez pas que vous avez le déjeuner qui va être servi tout de suite après. Hello, can you hear me? Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre propos. Monsieur le Président est accompagné par le vice-président et s'il y a des questions, le vice-président Salman, le professeur Oraman et Monsieur Karoukin pourraient prendre ces questions. Nous allons le faire en utilisant le micro dans la salle. Vous vous présentez, vous indiquez votre chaîne et vous dites à qui la question est adressée. Attendez un instant que le président s'installe. Rédactrice en chef économie. D'accord. Melika Moujahid. Attendez. C'est bon? Rien devant? C'est bon. Donc... The translation. Ah, ok. It's not working. Are you going to translate? Okay, no problem. No, you go ahead. I can hear you. Okay. I'm Melika Moujahid from Moroccan Agency Press. Je suis de l'agence marocaine de presse. Question. Comment est-ce que la Banque africaine peut soutenir le secteur privé au Maroc? Merci beaucoup. Bonjour, docteur Ayal Goïch. Je suis du secteur privé. Est-ce que nous pouvons apporter des financements si la BAD nous accorde des garanties? Est-ce que la BAD peut donc nous apporter des garanties pour nous permettre de fournir des financements? Je suis d'une institution de financement du secteur privé. Est-ce que la BAD peut nous donner des garanties pour nous permettre de fournir des fonds aussi? Est-ce que la banque peut nous apporter des garanties à cet effet? Une dernière question. Merci. Tilate Zwane de Business Day South Africa. Ma question porte sur l'infrastructure verte pour la réévaluation du PIB, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un pays comme l'Afrique du Sud pourrait capitaliser sur cela? Merci. Monsieur le Président, nous commençons par ces trois questions avant d'en prendre d'autres par la suite. Je vais commencer par la question du Maroc. Bien, au Maroc, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait pour soutenir le pays dans le secteur énergie en particulier. Si vous prenez
la plus grande centrale d'énergie solaire du pays. Nous en sommes l'un des plus grands financiers. Nous avons soutenu le Maroc dans le secteur privé sur plusieurs points, notamment dans notre projet énergétique, dans le projet du port de Nada que nous avons financé en tant que banque. Et vous allez faire en sorte que la capacité initiale qui était de 9 millions de tonnes de conteneurs a augmenté considérablement en 3 ans et vous envisagez une extension avec l'appui de la BAD. La banque soutient plusieurs activités du secteur privé au Maroc à travers des lignes de crédit mises à disposition de plusieurs banques au Maroc. Et si nous faisons le lien avec les changements climatiques et la croissance verte, nous dirons que le Maroc a frappé un grand coup en capitalisant sur l'énergie renouvelable pour développer son économie. Par rapport à l'appui à la transition énergétique sous-tendu par le partenariat public-privé, je dirais que nous sommes disposés à appuyer le Maroc. Le Maroc étant son succès dans d'autres régions de l'Afrique. Je vous ai parlé de l'initiative Désert Énergie et le patron de Massen, M. Bakouri, est le président du groupe technique qui nous aide à élaborer l'initiative Désert Énergie et qui sera au bout du compte la plus grande zone solaire du monde. Il vient du secteur privé et vous avez une expérience forte au Maroc qui va ainsi nous aider à lancer des projets similaires dans d'autres régions du continent. Autre chose, l'agriculture au Maroc. Nous soutenons le Maroc dans le développement de zones spéciales de transformation agricole. J'étais au Maroc tout récemment pour visiter l'un de ces projets et j'ai été fortement impressionné par ce que j'ai vu. Enfin, toujours s'agissant du Maroc, le Maroc a bénéficié d'investissements forts de la BAD, près de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars investis au Maroc pour la production des phosphates, en fait pour la production d'engrais par l'OCP, qui est le plus grand producteur d'engrais phosphatiques du monde. Nous pouvons ainsi dire que via le Maroc, nous soutenons le monde entier dans la production d'engrais. Est-ce que vous pouvez applaudir pour mon ami du secteur privé qui vient de me poser une question? J'aimerais que les autres membres du secteur privé viennent ici poser la question de savoir ce que nous pouvons leur apporter comme garantie pour le financement. La banque soutient le secteur privé à 2 niveaux. Vous avez beaucoup entendu parler du secteur privé, surtout quand on dit que l'Afrique est risquée. C'est un slogan qui revient. Quand vous rentrez dans un avion pour venir ici ou pour aller partout ailleurs, on vous pose la question de savoir est-ce que vous voulez du café, vous voulez des dattes, du riz ou toute autre chose, du vin rouge, du vin blanc, et vous dites oui, ah oui. Ou alors on vous demande si vous voulez regarder un film. Ça, c'est la décision la plus risquée de votre vie que vous prenez.
Vous êtes à 25 000 pieds au-dessus de la mer et vous dormez. Pourquoi est-ce que je raconte ceci? Le problème, ce n'est pas le risque, c'est beaucoup plus la gestion du risque. Il y a un risque en tout. Même votre présence ici est risquée. Heureusement, nous avons des agents de sécurité pour nous protéger. Le risque ne devrait pas nous empêcher de mener une action. Ce qui est important, c'est la gestion du risque, l'optimisation ou mieux la capitalisation, n'est-ce pas, sur le risque. Mais nous constatons qu'il n'est pas facile pour les gens de souvent comprendre cela. Je vais vous donner des statistiques pour vous convaincre. Peut-être que votre risque n'est pas aussi élevé que vous le pensez. Moody's Analytics a fait une évaluation pendant plus d'une décennie. C'est intéressant aux pertes sur les infrastructures dans le monde. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Vous imaginez que les pertes seraient plus importantes en Afrique. L'Afrique a le deuxième taux de risque le moins élevé en matière d'investissement dans les infrastructures dans le monde. Ce taux est plus élevé en Amérique latine, en Europe de l'Est et même en Asie, plus élevé qu'en Afrique. Les faits et la réalité montrent que l'Afrique n'est donc pas risquée. Nous devons nous rassurer que quand nous parlons du risque, nous parlons de risque vraiment mesuré et non de risque imaginaire. Je ne peux pas réduire votre risque passif. Par exemple, Lamine Barrow, est-ce qu'il peut se lever? C'est notre directeur général au Nigeria. Un jour, il est venu me voir, il a dit, Monsieur le Président, vous ne savez pas nager. Et en cas de problème quelque part, vous êtes la personne la plus exposée au risque. Nous devons vous apprendre à nager. Ils m'ont donné un coach pour m'apprendre à nager et j'ai commencé à apprendre à nager dans une grande piscine. Et mon coach m'a dit après 3 jours, vous pouvez nager sur toute la longueur de cette piscine. Et je lui ai dit, vraiment, est-ce que vous ne délirez pas? J'ai commencé et il m'a dit, si vous vous noyez, je serai là pour vous sauver. Je crois que certains d'entre vous ont connu cette expérience. J'ai nagé d'un point à l'autre de la piscine et il disait toujours, si vous vous noyez, je vais vous sauver. Et j'ai pu arriver à l'autre point de la piscine. Je me suis retourné, il n'était pas là. Et quand j'étais presque à l'arrivée, j'ai commencé à me noyer en quelque sorte. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que le meilleur endroit pour nager n'est pas le bord de la piscine. J'ai constaté aussi que si je pouvais retenir mon souffle, je nagerais mieux. Tout ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez investir, vous devez maîtriser l'environnement, maîtriser le cadre réglementaire et surtout vous rassurer que vous investissez sur des projets bancables. Nous avons le Forum des investisseurs africains que nous organisons. En 3 ans, nous avons mobilisé près de 300 milliards de dollars d'intérêt parce que nous sommes viables. Pour vous rassurer, je parlerai comme mon coach en vous disant, je serai derrière vous pour vous aider. Et nous avons des
des garanties partielles sur crédit que nous offrons au secteur privé pour l'aider à apporter ces investissements. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de problème à le faire. Nous serons donc toujours à vos côtés. Par rapport à la question sur l'Afrique du Sud, ma sœur a posé la question. Je vais demander au vice-président d'intervenir avant que je réagisse. Oui, allez-y, dites quelque chose avant que je réponde. Pour l'essentiel, ce que Monsieur le Président dit, c'est que nous avons une situation où les pays comme le Gabon, la RDC, disposent d'importantes forêts, mais leur PIB est considéré faible. Toutefois, ils offrent ou fournissent un bien public, leur poumon vert à la planète. Un pays comme le Gabon, par exemple, aussi petit qu'il soit. OK. Pour l'Afrique du Sud, vous avez beaucoup de ressources minières. Vous avez des produits comme la platine, plusieurs ressources minières qui ne sont pas pleinement exploitées. Et cela représente l'avenir de l'énergie verte, car c'est ce que vous utiliserez pour la production des piles, des batteries. L'Afrique a le manganèse, la platine, toutes ces ressources qui sont vitales pour la production de l'énergie verte. Nous attendons donc de l'Afrique du Sud que son PIB augmente si le pays commence à produire des batteries et autres. À cet effet, il faudrait investir en Afrique du Sud. D'ailleurs, nous avons construit, n'est-ce pas, la plus grande usine de production de batteries en Afrique du Sud. Et je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Ce que vient de dire Monsieur le Vice-président est très important parce que ce système de stockage de batteries dont il a parlé est d'une capacité de 800 mégawatts. C'est la plus grande en Afrique. Mais deux choses à noter ici. Et je crois que l'économiste en chef est avec nous. Dans l'économie bleue, vous avez aussi la prise en compte des forêts et la conservation de ces forêts pour la séquestration du carbone permettrait à l'Afrique du Sud et aux autres pays africains de mieux évaluer leur PIB en s'appuyant sur la richesse réelle qui tient compte de l'environnement. Et j'irai un peu plus loin sur cette question particulière. Je pense que à l'échelle mondiale, il faut repenser le calcul du PIB dans la richesse des nations. Je ne pense pas que ce soit le reflet réel de la richesse du pays, parce que le PIB ne tient pas compte des technologies utilisées pour produire la richesse ne tient pas compte des facteurs externes. Vous pouvez paraître riche alors que vous créez la pauvreté chez les autres par vos émissions de gaz à effet de serre. La richesse réelle doit tenir compte de la valeur des services produits dans une économie et surtout de leur impact selon qu'ils sont positifs ou négatifs. Et cela sera utile pour la plupart des pays africains. Quand les gens disent qu'en Afrique, le marché de carbone n'est pas dense. L'Afrique contribue pour à peine 0,01% dans le marché du carbone et en même temps, nous avons la réserve ou alors la plus grande
la plus grande forêt de séquestration du carbone dans le monde. Je vais vous donner un exemple. J'ai vécu au Kenya il y a plusieurs années et quelqu'un est venu me voir un jour pour me dire, docteur Adeshina, j'étais là-bas avec Feu Kofi Annan et quelqu'un est venu me voir pour me dire, nous aimerions que vous souteniez les agriculteurs, que vous les aidiez à ne pas développer leur culture en échange du carbone. Je leur ai demandé quel est le prix du carbone. Ils m'ont dit le prix du carbone c'était $1 par tonne de carbone. Naturellement, je leur ai dit, si j'étais l'agriculteur, je couperais tout pour planter des arbres, développer des plantes horticoles et me rassurer que j'ai le prix juste. En fait, quand nous aurons le prix juste du carbone, l'Afrique bénéficiera massivement de son statut de cadre de séquestration du carbone. Pour le moment, ce marché n'est pas bénéfique pour l'Afrique. Bien, je vais prendre une autre série de 3 questions. Thank you so much for the opportunity. I'm Kenneth from CNBC Africa. My question is, in terms of private financing available for this sector, we're seeing just a handful of countries that are... Bien, je voudrais savoir, Monsieur le Président, comment est-ce que la banque envisage d'aider les pays africains à bénéficier des financements pour le climat? Les pays les plus touchés par les changements climatiques pourraient-ils bénéficier de plus de financement? Wole Oyobale, c'est mon nom. Je suis journaliste à The Guardian, Nigeria. Monsieur le Président, si je vous ai bien compris, vous avez besoin de 2,7 trillions de dollars à l'horizon 2040. Non, 2030. Ok, si je vous donne cet argent ou alors je vous aide à l'obtenir, quel est, n'est-ce pas, le visage de l'Afrique auquel vous pensez en utilisant ou en acquérant ces fonds? Afrique. Comme vous l'avez dit, nous avons un besoin de 1300 à 1600 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour financer l'action climatique en Afrique. Alors concrètement, quel sera le rôle de la Banque africaine de développement dans la nouvelle architecture financière mondiale qui va par exemple du Fonds vert pour le climat aux institutions financières africaines? On a l'impression que les institutions financières s'adressent à diverses institutions, mais qu'il n'y a pas une institution centrale en Afrique pour centraliser les fonds verts. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous répondez d'abord à ces 3 questions avant que nous prenions une autre série. Je vais commencer par la dernière question. Ça va pour aller en anglais, non? Hein? Ok. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la traduction, donc c'est plus facile pour tout le reste. No, his question was about Sa question portait sur l'architecture financière mondiale et comment est-ce que nous voyons le rôle de la Banque africaine de développement. Je vais prononcer un discours demain qui va porter justement sur ce thème. Je pourrais vous en dire davantage sur cette question demain, mais je voudrais quand même évoquer d'ores et déjà 3 choses. Les banques multilatérales de développement ont été sollicitées pour accroître le financement du développement. C'est ce que nous devons faire. Il y a la dette, la crise
climatique, la reprise après le Covid, il existe également des conflits et puis l'inflation des prix au plan mondial. Donc, etc., etc., les pays africains sont confrontés à tout cela et ont besoin de plus de financement. C'est vrai que l'on a demandé aux banques multilatérales de développement de mobiliser davantage de ressources, mais pour ce faire, on a mis sur pied un groupe, le groupe des G20 sur l'adéquation du capital, groupe qui devait se pencher sur la façon dont nous sommes capitalisés, comment est-ce que nos ratios prudentiels affectent nos activités. Ils ont énuméré un certain nombre de secteurs sur lesquels nous devons travailler. Quasiment dans tous les domaines, dans la plupart des domaines cités, eh bien, la Banque africaine de développement intervient dans ces domaines depuis avant même qu'on commence à en parler. Nous étions la toute première banque multilatérale de développement au monde à faire de la titrisation synthétique. Nous avons déplacé certains actifs du portefeuille pour les transférer à des investisseurs institutionnels. Nous l'avons fait en 2018, je pense. Et nous l'avons fait pour un montant d'1 milliard de dollars. Les investisseurs institutionnels ont pu ainsi investir dans l'infrastructure en Afrique grâce à cette titrisation synthétique. Deuxièmement, nous sommes la toute première banque multilatérale de développement dans le monde entier à faire ce que nous appelons le room to run, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons pris les obligations non souveraines de la banque et nous les avons transférées au secteur privé à concurrence de 2 milliards de dollars avec l'appui des autorités britanniques. Je pense qu'on a eu cela à la Bourse de Londres, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, c'est cela. Alors, quel est l'autre volet? Ce sont les droits de tirage spéciaux. Ce sont des DTS émis et la Banque africaine de développement, et là c'est mon troisième point. Nous sommes à la tête au plan mondial en ce qui concerne la façon dont ces DTS peuvent être recanalisés vers les banques de développement. Comme vous m'avez entendu le dire ce matin, nous sommes une institution la cote 3A, donc ce qui nous donne un fort pouvoir de levier. Nous pouvons lever un seul dollar à la banque, un dollar de DTS 3 à 4 fois. Une réallocation de 10 milliards de dollars ou de DTS vers la BAD va se traduire en 40 milliards de dollars en faveur de l'Afrique, d'un claquement de doigts. Donc, lorsque l'on pense à cette architecture financière mondiale, il faut voir quelle est la complémentarité qui existe entre le Fonds monétaire et nous. Nous appuyons le travail du Fonds monétaire en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et la croissance, la résilience. Mais en fait, nous pouvons investir et nous pouvons lever davantage de fonds. Donc, il s'agit de complémentarité, pas de concurrence. Nos institutions nous permettent de fonctionner mieux. Nous pouvons le faire et compléter ce que fait le Fonds monétaire. Et je suis heureux de vous annoncer que la Banque africaine de développement, est-ce que c'est tout là? Non. Nous avons dirigé ce travail avec la Banque interaméricaine de développement, à savoir élaborer un nouveau cadre qui permettra aux pays bénéficiant des DTS des pays de développés qui n'ont même pas besoin de ces DTS, de plutôt les canaliser vers l'Afrique en passant par le truchement de la Banque africaine de développement qui va avoir
un effet de levier. Après plusieurs discussions avec la Banque mondiale, du Fonds monétaire plutôt, eh bien, leur personnel dit que nous remplissons les normes en matière d'actifs de réserve. Et le modèle que nous avons élaboré répond à ce critère. Et je voudrais remercier le Fonds monétaire pour cela. Comme vous pourrez l'entendre également demain, ça veut dire que l'architecture financière mondiale doit voir comment mieux utiliser les banques de développement, mieux utiliser notre bilan pour mobiliser davantage de ressources. De toute façon, le reste, vous l'entendrez demain, mais j'ai estimé utile de planter un petit peu le décor pour que vous sachiez où nous en sommes. En ce qui concerne le Nigeria, qui a parlé des pays les plus frappés, comment est-ce que nous allons les appuyer en matière de changement climatique ou de façon générale en matière de changement climatique. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Si vous prenez les pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde aujourd'hui, 9 des 10 pays sur 10 pays sont en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne. Il s'agit tous de pays à faible revenu, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie. Il s'agit de pays à faible revenu. La Banque africaine de développement estime qu'il faut leur donner seulement des fonds concessionnels dans le cadre du Fonds africain de développement, qui est le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement. Mais en fait, il s'agit également des pays qui les moins aptes à avoir accès au financement climatique, manque de capacité, complexité des fonds d'investissement climatique, tout le volume de documents à préparer et la faiblesse de capacité. Voilà les problèmes auxquels ces pays sont confrontés. Ce sont de véritables défis pour ces pays les plus affectés et ayant le moins de capacité. Mais que peut faire la banque? Et là, je reviens à votre question. Lors de notre 16e reconstitution du Fonds africain de développement, qui remonte à l'année dernière, au mois de novembre, ou plutôt décembre, nous avons pu mobiliser 8,9 milliards de dollars pour la 16e reconstitution du Fonds africain de développement. Et j'ajouterai qu'il s'agit de la constitution la plus importante du Fonds africain de développement qui, depuis sa création, il y a une cinquantaine d'années. Ce qui montre que les donateurs à ce fonds sont fort engagés vis-à-vis de ces pays qui sont les grandes victimes, mais ayant le moins de capacité. Mais on a fait plus que cela. Nous avons mis en place le guichet d'action climatique, qui est un guichet qui va permettre de mobiliser des fonds pour l'adaptation climatique en faveur de ces pays-là. Et les donateurs ont pu apporter 429 millions de dollars dans le cadre de ce guichet pour le financement des éléments suivants. 20 millions de pays, ils auront accès à une technologie agricole adaptée au climat. 20 millions de personnes auront accès à l'indice, à l'assurance sur l'indice climatique. Plus d'1 million d'hectares de terres dégradées pourront être restaurées, etc. Il y a également l'eau, l'énergie renouvelable. Donc l'impact sera vraiment important. Dernière chose que je voudrais dire, au cours de ces assises,
Je dois dire que nous avons discuté avec notre conseil d'administration pour voir comment utiliser les fonds propres du Fonds africain de développement en soi. Utiliser ces fonds propres pour aller sur les marchés des capitaux avec sa cote de crédit 3A pour pouvoir mobiliser des ressources en faveur de ces pays-là. Et l'évaluation que nous avons menée montre que nous pouvons mobiliser combien? 4 milliards d'unités de compte, presque 5 milliards de dollars à chaque cycle. Pour 5 cycles, cela représente 25 milliards de dollars à peu près. En procédant de cette façon, donc, ces pays ont accès à des fonds concessionnels pour financer des projets transformateurs et cela va intervenir avant même, ou bien cela a été préparé pour soumission à approbation par les gouverneurs lors de cette réunion. Si cela est fait, vraiment, ce sera formidable parce que cela nous permettra de mobiliser 25 milliards de dollars en plus. Nous allons demander à nos gouverneurs de bien vouloir approuver cela. Tout ceci vous montre à quel point nous avons à cœur ces pays à faible revenu et nous élaborons des instruments qui vont permettre de les aider en matière de changement climatique. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire avec 2,7 000 milliards si vous aviez ce montant? Mais est-ce que vous avez ce montant vous-même? Moi, je n'aime pas les questions théoriques. Si vous avez ce montant, remettez-le à mon vice-président des finances. Mais bon, je note plus sérieuse, mais je dirais que cela permettra aux pays africains d'accélérer les investissements pour que les économies soient résilientes par rapport au climat. Nous avons besoin de 7 à 50 milliards de dollars chaque année. Tout au moins, nous perdons cela et si cela a été fait, ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas. Et il y a également à quoi ressemblerait le Sahel. Vous avez le grand mur vert dans le Sahel qui... alors, il s'agit de millions d'arbres qui ont été plantés dans le Sahel pour freiner la désertification. Si l'Afrique détenait ce montant, eh bien, nous écologiserions le Sahel. Si l'Afrique avec cet argent, nous allions restaurer le bassin du lac Tchad qui était source de revenus à des millions de personnes au Tchad, au Nigeria, au Niger, au Cameroun. Et maintenant a été réduit à 1/3 de sa taille en raison des changements climatiques. Lorsque l'on parle de Boko Haram, on parle d'insécurité, mais figurez-vous que le changement climatique a décimé, mais alors totalement, ces régions. Mais si vous avez de tels fonds, vous pouvez recharger le bassin à partir de la source des eaux qui se trouve en RCA. Ce qui permettrait à cette zone de devenir résiliente. Cela a été fait en Chine. Ils ont transporté de l'eau du sud au nord ou quelque chose de ce genre. C'est vrai que c'est très, très cher. Mais si vous aviez ces milliards de dollars, vous pourriez faire cela. Cela permettrait de stabiliser le bassin du lac Tchad. Si nous avions ce montant, nous prendrions des assurances contre les événements catastrophiques survenant dans tous les pays africains. La vice-présidente est là et je voudrais lui demander à quoi serviraient ces fonds si elle les avait. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, l'assurance risque, c'est très important pour l'adaptation au changement climatique. Nous savons que les chocs que subit le continent interviennent de plus en plus graves et de plus en plus imprévisibles. Nous devons assurer des pays contre ces chocs. Nous travaillons avec
par le biais de l'initiative que nous avons pour prendre des assurances, pour les assurances pays soient prises, pour que lorsqu'il y a un événement de ce genre, ils peuvent donner des fonds à des populations concernées lorsqu'il y a des inondations ou de la sécheresse. Par exemple, au Malawi, 60% de la force active travaille dans l'agriculture. Or, ce pays subit de nombreuses crises. Récemment, il y a eu des inondations et plus tôt, ils ont eu une sécheresse importante et nous avons donc ce mécanisme d'assurance qui leur permet d'avoir 40 000 milliards de dollars en cas de sécheresse et avec cela, ils pourront assurer 50 000 personnes pour traverser cette situation et puis également reconstruire les vies de plus d'une centaine de familles. Donc, il existe ce type d'assurance pour se protéger contre les risques climatiques. Et c'est quelque chose qu'on va faire davantage et plus. Je vous ai parlé de l'initiative désert à l'électricité. Alors, avec ces milliards de dollars, tout va changer de fond en comble dans le Sahel, qui sera doté d'électricité. Comme je l'ai dit au début, eh bien, l'argent, c'est important, l'argent, c'est important, l'argent, c'est important. Parfois, lorsque l'on parle d'argent, on nous dit, j'entends souvent les gens dire cela. Est-ce que vous avez la capacité d'absorption nécessaire, n'est-ce pas? Si vous allez à un endroit vraiment desséché, vous avez un seau en main et vous demandez à ce sol s'il a la capacité d'absorption nécessaire. Ne posez pas la question. Déversez l'eau et vous constaterez si oui ou non la capacité d'absorption existe. Merci beaucoup. Bien. Dernière série de questions. Je viens à cette table et puis la dame va continuer. Maureen Chibo. Je m'appelle Maureen Chibo. Je publie Real News Magazine en ligne. Je suis basé au Nigeria. Eh bien, vous avez fait une dernière déclaration et ma question va porter là-dessus. Vous avez dit que l'Afrique se trouve dans une situation catastrophique et elle a besoin d'un répit, d'un espace pour pouvoir respirer. Je pense également à la transition énergétique et à cette course vers l'énergie renouvelable. J'ai entendu parler de montants énormes en dollars pour le financement climatique. Mais je n'ai absolument rien entendu sur la BAD va faire pour s'assurer que l'Afrique génère suffisamment de revenus pour développer la technologie qui lui permettra d'exploiter ses ressources, et je parle de combustibles fossiles. Ce sera une source de revenus. Alors, prenez le cas du Nigeria, c'est une source importante de revenus. Est-ce qu'on n'est pas en train d'étrangler l'Afrique si l'on nous demande de renoncer à notre principale source de génération de revenus, tout simplement parce qu'il y a cette course vers l'énergie renouvelable? Merci. Je suis journaliste de la radio algérienne Chaîne 3, donc je pense qu'on est tous réunis aujourd'hui pour une simple raison, c'est trouver des mécanismes pour le développement économique de l'Afrique. Quand on parle de développement économique, on parle aussi de souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire qui est une urgence aujourd'hui pour faire face aux enjeux géopolitiques que connaît le monde. Donc voilà, je parle des enjeux géopolitiques que connaît le monde actuellement. On doit impérativement développer l'économie du continent. Le continent contient des potentialités importantes, que ce soit en matière d'énergie, de terres agricoles. On parle de manque de financement.
C'est-à-dire on doit encourager l'investissement et c'est-à-dire créer des partenariats. Quand on parle d'encourager l'investissement, est-ce qu'on parle d'investisseurs internes, c'est-à-dire entre les pays africains, donc l'Algérie, si on cite l'exemple de l'Algérie, qui est un acteur incontournable sur le continent, ou est-ce qu'on parle de partenariat intercontinental? C'est-à-dire, est-ce que ça doit être ici en Afrique, c'est-à-dire on finance nos propres projets, ou est-ce qu'on doit faire appel à d'autres acteurs économiques étrangers, si possible en France, s'il vous plaît? And then I'll come at the back for the last question. Here you go. Je viens au fond d'Assad pour la dernière question. Yasser, c'est GTN, Chinese Global Television Network. Vous avez mentionné un projet en Égypte qui est une première pour l'Égypte et l'Afrique du Nord. Est-ce que ce serait une solution viable ailleurs en Afrique? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'émission pour le changement climatique ou la croissance climatique? Dernière question, ensuite je reviens vers vous, Monsieur le Président. Bonjour, je m'appelle Lucy Ogwagwe, de News Agency Nigeria. De plus en plus, des inondations au Nigeria. Que fait la banque pour réduire ce type d'incident auquel le pays est confronté? Merci, Monsieur le Président. Voilà la dernière série de questions. Merci pour ces questions que vous venez de poser. Thibault, c'est bien ça? À propos de votre question relative à la transition énergétique, en fait, vous voulez savoir comment fonctionne cette transition énergétique. La transition énergétique qui s'impose à tous. Pourquoi? Parce que nous savons que les émissions de carbone sont néfastes pour le monde. Et nous devons maintenir le monde en dessous de 1,5 degré de réchauffement au minimum. Alors je dois dire que cela n'est absolument pas négociable. Mais en se penchant sur cette question, il faut également tenir compte des contributions historiques. L'accord de Paris a été très clair sur la question, à savoir que l'approche doit être différenciée, à savoir que des pays développés qui ont été la source de toute cette situation doivent évoluer rapidement vers une transition énergétique, et c'est-à-dire immédiatement. Par contre, les pays en développement vont le faire sur un demi-siècle. Ce qu'il faut éviter, c'est il faudrait éviter que ceux qui ont un demi-siècle pour le faire, qu'on leur demande de le faire maintenant, aujourd'hui. J'espère que vous me comprenez. Les pays qui sont les grandes victimes n'ont pas de ressources, par conséquent, auront besoin de beaucoup plus de temps pour faire cette transition énergétique. J'ajouterais qu'il ne s'agit pas d'une question d'idéologie ici. Ce n'est pas cela qui va permettre une énergie durable. Il faut faire preuve plutôt de pragmatisme en la matière. Prenons le cas du gaz que vous avez mentionné également, je crois. Lorsque vous parlez de transition énergétique,
eh bien, c'est différent d'une transition spontanée, à savoir que vous allumez la lumière, vous l'éteignez, vous l'allumez, et puis le monde est différent. Non, 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 c'est une idéologie. Mais en fait, de quoi il s'agit? Il faut que vous sachiez où je me trouve. Et cela va me prendre du temps en termes technologiques, de financement, pour partir de là où je suis vers là où il faudrait que je sois. Voici ce que j'essaie de dire. L'Afrique a besoin qu'on lui donne du temps. Deuxièmement, prenez ce qui s'est passé avec les défis qu'a connus l'Europe en raison de la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, les pays européens sont même revenus jusqu'au charbon, voyez-vous. Ils utilisent le gaz. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce qui est bon pour l'un ne serait pas bon pour l'autre? Nous estimons que la Banque africaine de développement, tout au moins au niveau de la banque, nous pensons que la banque doit utiliser son gaz naturel, et ce pour 3 raisons. Premièrement, pour produire de l'électricité, parce que vous avez 600 millions de personnes qui souffrent d'un manque d'électricité en Afrique. Deuxièmement, il faudrait utiliser du gaz liquéfié pour la cuisson. Je dis toujours aux gens, je ne porte pas des lunettes parce que j'ai beaucoup étudié, bien que je l'ai fait, mais j'ai commencé à porter des lunettes parce que lorsque j'étais petit, j'ai grandi en soufflant, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Vous voyez, vous soufflez sur le charbon et puis vous avez tous ces débris qui vous rentrent dans les yeux. Ce que les autres considèrent comme un luxe ne l'est pas pour nous. Aujourd'hui, l'Afrique perd 300 000 femmes chaque année. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement en train de vouloir nourrir leur famille. Il y a 300 000 enfants qui meurent, les enfants qu'elles portent au dos. Donc cela vous donne un total de 600 000 décès qui sont dus à l'utilisation du charbon pour faire la cuisine. Mais la transition énergétique doit être juste. Les femmes africaines ne méritent pas de connaître cette mort tout simplement parce qu'elles n'ont pas accès à une énergie propre. Deuxièmement, donc c'est le deuxième élément, si vous avez du gaz liquéfié, elles pourront faire la cuisine sans mourir en restant en vie, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde. Troisièmement, j'ai évoqué la question des engrais. Vous avez besoin de gaz naturel pour produire les engrais. Donc vous avez besoin pour accroître la productivité afin de vous nourrir. Il faut donc faire preuve de pragmatisme, de réalisme, tout en comprenant. Et là, je souligne cela. Nous avons tous une responsabilité collective pour ce qui est de la réduction des émissions. Cependant, les pays, cette responsabilité incombe davantage aux pays développés par rapport à l'Afrique. Laissez-moi vous dire autre chose sur le gaz. Aujourd'hui, si l'Afrique utilise 3 fois son gaz actuel, quelle sera la contribution aux émissions? 0,67%. 0,67%. Ce sera la contribution d'Afrique. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler ici? Lorsque vous allez en croisière sur un bateau,
de transition énergétique. Quelle est la différence entre les pays riches et pauvres? Vous allez sur un bateau de croisière, vous allez d'une chambre à l'autre, vous jouez au tennis sur ce bateau, mais le bateau reste stable. Mais si vous prenez un petit navire, si vous bougez d'un côté à l'autre, eh bien, vous allez sombrer. Tout ceci pour dire que on a besoin de temps, de technologie. Il faut que nous nous rendions compte que nous ne poussons pas l'Afrique à faire ce qui n'est pas réaliste, tout en étant totalement en faveur de la transition énergétique. Donc il faut être réaliste, pratique, ne pas faire de l'idéologie. Il faut également du financement, parce que comment le faire si on n'a pas les fonds nécessaires pour une telle transition? Prenons le cas de l'Afrique du Sud, ou plutôt l'Afrique du Sud a posé une question tout à l'heure. Nous travaillons avec le G7, que je félicite pour ce qu'il fait pour l'Afrique du Sud dans le domaine de la transition énergétique. Adama du Sénégal, est-ce que vous êtes encore là? Oui, effectivement, nous assistons le Sénégal, le Nigeria. Nous disons en tant que banque, nous n'allons plus financer la houille. Non, c'est fini. Mais il n'en est pas de même pour le gaz, parce que le gaz, lui, est fondamental pour la croissance en Afrique. J'ai demandé, en fait, on peut stocker l'énergie. Le vice-président peut en parler et éviter la vulnérabilité au niveau de l'approvisionnement énergétique. Mais s'il y a une transition, eh bien, on sera beaucoup plus rapide, mais on n'y est pas encore. Il ne faudrait pas compromettre la croissance et le développement d'Afrique pour des raisons idéologiques. Non, soyons pragmatiques. C'est la position de la banque. Et je peux vous assurer que nous accordons une grande importance à l'énergie renouvelable. À l'heure actuelle, 87% de tous nos financements dans la production énergétique va à l'énergie renouvelable. 87%. J'étais au Cap-Vert récemment et nous avons financé un gros projet énergétique dans ce pays, Carbo-Elika. Y a-t-il quelqu'un de ce pays? Carbo-Elika va fournir environ 25 à 28% de l'énergie renouvelable dans ce pays. Ce pays où je me suis rendu, on m'a amené dans la salle de contrôle et on m'a dit l'énergie baisse lorsqu'il n'y a pas de vent. Vous ne pouvez pas régler le problème de l'énergie en Afrique du Sud, au Nigeria, partout, si vous n'avez pas des réseaux stables. Et pour avoir un réseau stable, il vous faut un bon mix énergétique. C'est important. Vous avez besoin d'avoir un mix énergétique. S'agissant des investissements en Afrique, je crois que le vice-président va en parler. Est-ce que nous allons faire appel au secteur privé de l'Afrique ou de l'extérieur? Le développement du secteur privé est un moyen pour réaliser le développement économique et le développement réel. Nous devons travailler avec des partenaires locaux et des partenaires extérieurs. Et quand nous parlons du secteur privé en Afrique, il est majoritairement dominé par les PME. Nous ciblons donc le développement des PME et nous travaillons aussi avec les banques pour leur permettre de prêter de l'argent aux PME et nous travaillons avec d'autres institutions financières pour leur apporter des garanties.
Nous avons l'Africa Investment Forum qui est un moyen pour attirer les capitaux mondiaux, les capitaux continentaux pour des projets transformateurs incluant la santé, l'agriculture et autres. Ce que je veux vous dire, c'est que nous soutenons les structures du secteur privé et qui sont prêts à promouvoir le développement de projets d'envergure en Afrique. L'Afrique a besoin de capitaux de partout, de capitaux de l'Afrique, des capitaux de l'extérieur de l'Afrique. Nous devons nous rassurer que les investissements peuvent atterrir en Afrique comme un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage adéquate. Il faut préparer les bons projets, des projets bancables, réduire les risques, associer la transparence, garantir la stabilité et avoir un cadre réglementaire propice pour le secteur privé. C'est toutes ces choses qui appellent les capitaux. Les capitaux sont comme de l'eau. L'eau va plus facilement vers là où il y a moins de résistance. Let me ask Vice President to... Parlons de la question sur les titres obligataires. Il était question de savoir si l'on peut mettre à l'échelle cette expérience en Afrique. Nous avons l'Égypte qui a développé des normes internationales pour le financement de projets d'adaptation au changement climatique et des projets qui vont préserver la biodiversité. C'est un cadre très exigeant et qui est soutenu par les organisations internationales pour s'assurer que les projets retenus sont des projets qui répondent à ces définitions. Le cadre est important. Et puis, nous avons donc le Pond Bond Market, comme nous l'appelons. Pour le moment, sur le continent, nous n'avons pas de pays prêts pour cela. Mais nous avons la BAD et c'est pour cette raison que la garantie et le crédit partiel que nous offrons est importante pour faciliter les transactions. Et c'est ainsi que nous avons pu attirer d'autres partenaires à la garantie comme la Banque asiatique d'investissement pour pouvoir attirer le plus grand nombre de partenaires en Égypte. Et ces ressources sont mobilisées sur les marchés des capitaux chinois et comme vous le savez, la plupart de nos pays entretiennent des relations avec la Chine. Nous sommes en train de développer un modèle qui pourra être repris dans plusieurs pays dans le continent. Nous avons aidé l'Égypte à réduire le coût de financement, à diversifier ses investisseurs parce que nous mobilisons des investisseurs qui, en temps normal, ne seraient pas venus ici. C'est une expérience que nous voulons mettre à l'échelle au bénéfice des autres pays africains. Juste pour compléter ce que vient de dire Marie-Laure, pour nous, jusqu'ici, nous nous sommes appuyés sur le marché obligataire européen. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut diversifier ces marchés. Il y a le marché indien, il y a plusieurs autres marchés qui existent, d'où l'importance de la diversification. Mais comme l'a dit le président tout à l'heure, il faut accorder une attention particulière aux modalités de fonctionnement de ces différents marchés. La diversification est bonne et j'espère que votre question vient ainsi de trouver réponse. Lucie du Nigeria pose une question sur les inondations et autres. Je vais
très rapidement parler de trois choses. Il n'y a pas que les inondations au Nigeria, il y a aussi le problème de sécheresse. La Banque africaine de développement fournit 2, je ne sais combien de millions de dollars pour 2,53 millions de dollars pour les services de base inclusifs dans la partie nord du Nigeria qui est fortement touchée par les inondations avec l'assèchement du bassin du lac Tchad et les problèmes d'insécurité qui en découlent. Autre chose, toujours par rapport aux sécheresses ou aux inondations pour le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun, je suis convaincu que nous devons restaurer le bassin du lac Tchad parce que cela apportera une grande différence. Ce n'est pas le coût de cette restauration qui est problème, c'est le coût de la non-restauration plutôt qui est à prendre en compte, notamment l'insécurité qui gagne du terrain sur le continent. Nous, au niveau de la banque, nous soutenons la commission du bassin du lac Tchad dans le développement de la résilience dans cette région. Nous devons le faire plus. Moi-même, le président Macron, le président Bouhari, nous avons tous ensemble discuté de cette question et je pense que nous devons aller plus loin et prendre des actions fortes pour restaurer le bassin du lac Tchad. Sinon, l'insécurité restera permanente. C'est un peu comme les mouches. Si vous avez du sang sur la chaussée parce que quelqu'un y a tué peut-être une poule, les mouches continueront de rôder. Vous pourrez passer tout le temps, n'est-ce pas, essayer de chasser ces mouches, elles reviendront jusqu'à ce que le sang soit complètement nettoyé. Je pense donc que nous le devons à l'Afrique. Nous devons prendre des mesures fortes pour restaurer le bassin du lac Tchad. Cela changera beaucoup de choses pour nous. Pour revenir à la question sur les inondations, le vice-président vous a parlé tout à l'heure du programme d'assurance risque de la banque qui vise à soutenir les pays confrontés à des conditions naturelles extrêmes comme les inondations ou la sécheresse. J'encouragerai le Nigeria à prendre part à ce mécanisme, cette facilité d'assurance risque contre les catastrophes naturelles. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un de Madagascar dans la salle. À Madagascar, quand il y a eu inondation, nous avons mis à disposition 2, je ne sais plus combien de millions de dollars, toutes choses qui ont permis à plus de 3000 agriculteurs d'avoir de l'argent pour se remettre de ces dégâts. Le Nigeria a besoin de bénéficier aussi de cette initiative. Et puis, nous avons les stations agrométéorologiques. Quand j'étais étudiant à l'université de Purdue aux États-Unis d'Amérique, le nombre total de stations agrométéorologiques que nous avions sur le continent était largement supérieur au nombre de ces stations en Afrique. Alors, comment pouvez-vous déterminer les prix de manière réelle si vous n'avez pas les données météorologiques pour mener toutes les analyses nécessaires? Et au niveau de la banque, nous avons un programme relatif, le Fonds de développement climatique. Peut-être voulez-vous dire quelque chose par rapport à cela? Le fonds ClimDev dont il s'agit permet
d'utiliser des équipements de prévision météorologique. Ainsi, nous pouvons aider les pays à anticiper sur le climat et se préparer de manière adéquate pour aider leurs citoyens à éviter des situations difficiles ou mieux les gérer quand elles surviennent. Ce que M. le Président vient d'expliquer est réel. Nous avons très peu de stations météorologiques. La banque a investi dans ces stations pour accroître le nombre de stations météorologiques qui peuvent collecter les données nécessaires pour éclairer la prise de décision sur le continent. Je crois que la dernière action, c'était en Afrique de l'Est. Progressivement, nous renforçons, densifions les stations météorologiques en Afrique. Par rapport au changement climatique, dans l'agriculture, il faut aussi tenir compte des innovations technologiques et la banque joue un rôle de premier plan à ce niveau. Au niveau de la BAD, nous avons un programme, le directeur est là avec nous, le docteur Fregana, il peut se lever, c'est le directeur de l'agriculture de la banque et c'est lui qui pilote nos travaux dans ce domaine. Nous avons soutenu les pays africains, les aidant à accéder à des variétés de blé, de semences de blé tolérantes à la chaleur. Nous savons que c'est une culture tempérée, mais nous avons soutenu le développement de cette variété tolérante à la chaleur. Cela permet d'avoir une bonne production en dépit des conditions climatiques. Et ainsi, nous avons aidé l'Éthiopie avec près de 65 000 tonnes métriques de semences de blé tolérantes à la chaleur. Je suis arrivé ici de Dubaï dans un Airbus 380. C'est le plus gros aéronef qui existe. Les passagers, le carburant et tout le reste. Cela fait 94,8 tonnes métriques. Quand je parle de 60 000 tonnes métriques de semences, cela est l'équivalent de 665 Airbus pleinement chargés. L'Éthiopie a commencé avec 5 000 hectares en 2018 et cette année, ils sont à 1,4 million d'hectares. En 3 ans, l'Éthiopie est devenue autosuffisante en blé et est devenue un exportateur net du blé également. Même au Soudan, où nous avons quelques problèmes aujourd'hui, j'y ai été, le vice-président y a été lui aussi. Monsieur le vice-président, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Ou madame la vice-présidente, autant pour moi. Le Soudan est en train d'accroître sa production de blé à base de ces semences tolérantes à la chaleur. Pour vous dire que cette technologie est promettrice et nous permet aujourd'hui d'aider les pays africains à densifier leur production. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons constaté que l'Afrique est de plus en plus sèche et chaude et nous impulsons les innovations qui permettront à l'Afrique de produire davantage, même dans ces conditions climatiques. Et cela est très important. Actuellement, nous sommes en Égypte et j'ai rencontré le président Sisi quand j'étais ici en avril. Déjà, nous allons lancer un programme, je ne sais pas si le responsable pays de l'Égypte est ici. Nous allons lancer un programme ici pour aider l'Égypte à avoir accès aux semences tolérantes à la chaleur.
l'Égypte est l'un des plus grands exportateurs, non, le plus grand importateur de blé du continent et même dans le monde. L'Égypte pourra produire son propre blé pour faire face à ce problème. Voilà, je crois que c'était la dernière série de questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre disponibilité, pour vos questions, pour les échanges. Je voudrais aussi remercier mes vice-présidents ici présents. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie tous les journalistes que nous avons eu ici. Désolé de ce que l'interprétation n'a pas fonctionné. En fait, l'interprétation est bien disponible, mais apparemment, elle n'a pas bien fonctionné. Sur ce, je vous prie de profiter de la suite des assemblées annuelles. Des applaudissements pour le président et les vice-présidents. Je voudrais vous inviter au déjeuner qui est servi à l'extérieur de la salle. Dans la salle Férouz à 15h30, vous pourrez avoir l'occasion d'avoir davantage d'informations sur